Voilà, mais bienvenue à tous et toutes à ce sixième webinaire dans le domaine donc, du psychocorporel et de la thérapie psychocorporelle, mais des outils aussi psychocorporels. Je ne vais pas redire maintenant des choses que j'ai déjà dit, mais enfin, comme il y a des nouvelles personnes, des nouvelles venues, juste situer de manière très très courte que donc je suis Violaine Leclerc, donc psychologue, je suis psychothérapeute en analyse bioénergétique, qui est une des formes de psychothérapie psychocorporelle des origines, on va dire. Elle existe depuis 60 ans. En fait, il y a 100 ans, quasi, dans les années entre 1925 et 1930, donc presque 100 ans, dans le cadre de la psychanalyse, un psychanalyste qui conduisait un séminaire pendant 8 ou à 10 ans, un séminaire donc de réflexion sur quelles sont les psychanalyses, pourquoi une psychanalyse donne des bons résultats et pourquoi certaines ne donnent pas de bons résultats. Et c'est en faisant tout ce travail avec tout un groupe de psychanalystes que la découverte qui a été faite, c'est que les événements, les événements, on va dire, difficiles de l'enfance qui ont produit, à l'époque de Freud, c'était surtout la notion de conflit intérieur important, euh, ne produisent pas seulement des effets psychiques, c'est-à-dire à l'époque on parlait de névrose, donc de comportement, de psychologie perturbée. Eh bien, la découverte qui a été faite par ce groupe et par le leader de ce groupe est que les conflits et les problématiques de l'enfance produisent aussi des effets corporels. Et ça, c'était la grande découverte qui n'a cessé de se confirmer. En fait, le principe en son essence est assez simple. Euh, Pourquoi des effets corporels, pourquoi des conséquences corporelles à des problématiques ou à des situations, des traumatismes de l'enfance, c'est parce que les expériences de l'enfance difficiles comportent des émotions, des ressentis émotionnels. Et ces ressentis émotionnels, ce sont des événements psychocorporels, donc ce sont aussi des événements corporels. Donc on ressent dans son corps, on éprouve la douleur, la colère, la peur. Le conflit interne est souvent une question de peur ou de crainte ou relationnelle en général quand il s'agit de problématiques qu'on traite dans les psychothérapies, il s'agit d'histoires difficiles au niveau relationnel. Et donc, quand un enfant, même un adulte aussi, parce que ça peut se produire pour des événements à l'âge adulte, est face à une situation qui provoque des ressentis trop difficiles que pour ce qu'il peut supporter, euh, il a un système de protection, je dirais, involontaire, aussi involontaire d'ailleurs que les émotions. Les émotions sont des phénomènes involontaires, hein, on ne les commande pas. C'est notre corps qui les produit, notre organisme vivant. Et donc, pour se protéger de ressentis difficiles, le corps fait des réactions qui arrêtent les sensations, qui les anesthésient, qui les bloquent. Et ce sont des phénomènes, des crispations musculaires, le phénomène de sidération est un autre phénomène que l'on connaît mieux aujourd'hui. Euh, et grâce à toutes les nouvelles découvertes des traumatologues et des thérapies des traumatismes, on découvre que la sidération est un phénomène essentiel qui se produit en cas de trauma et la sidération est un mécanisme de survie et de protection qui
qui fait qu'on bloque toutes les sensations, le corps se fige, et quand on se fige, on ressent moins et on peut ne plus ressentir du tout. La respiration aussi se fige, il y a tout un... C'est de la respiration, oui, qui se fige, donc tous des mécanismes corporels. Donc, sur cette base-là, sur cette découverte, évidemment, la personne qui est Wilhelm Reich a décidé de modifier la méthode de la psychanalyse pour commencer à y introduire du travail et une approche corporelle. Il constatait que des personnes qui sont sont justement trop crispées ne ressentent, ont perdu le ressenti, l'accès au ressenti intérieur. Pour des personnes comme ça, c'est inutile de faire des interprétations de rêves ou d'autres choses si la personne est complètement oui, sans ressenti. Il faut que la personne puisse ressentir quelque chose pour que la transformation, la guérison se passe. Donc, sur cette base-là, l'analyse bioénergétique, qui a 60 ans, elle, donc qui est un peu moins ancienne, est dans le développement de cette première approche. Et ce qui est particulier à l'analyse bioénergétique, donc c'est Alexander Lowen qui en est le fondateur, c'est qu'il a répertorié une série de types de protection psychocorporelle, donc avec un niveau psychologique et un niveau physique, un système au niveau psychologique et au niveau physique défensif différent parce qu'il protège des types de blessures différentes. Et donc, il a répertorié, on va dire, des prototypes de systèmes de défense. Ça s'appelle des structures caractérielles, mais bon, ça, c'est un jargon plutôt de spécialiste. Le caractère veut dire tout le système de défense qu'on a. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est quelque chose en nous qui s'est construit pour survivre à une souffrance particulière. Alors, les 5 blessures les plus fondamentales, il y a des sous-groupes là-dedans, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de la répression, de la trahison, la blessure d'abus. Et donc, notre intention est de consacrer un webinaire à chacune de ces blessures, de ces types de blessures, on va dire, et à partager toutes nos connaissances sur comment cette défense qu'on a organisée autour d'une blessure spécifique, comment elle se présente. Et alors, évidemment, en thérapie ou par du travail corporel, on peut aider à réduire l'impact de ces expériences. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la blessure du rejet. Bien sûr, dans des expériences de rejet, dire la blessure de rejet comme s'il y en avait une est évidemment une façon de parler. En ce qui concerne des expériences de rejet, nous avons toute une rangée d'abord en termes d'intensité. Un rejet, ça peut se décrire comme, si vous voulez, une réponse en général brusque qui met à mal le besoin relationnel et le besoin de lien avec la personne. Nous sommes les êtres humains, des êtres, l'attachement est primordial pour nous. Notre survie dépend des liens que nous construisons avec le monde extérieur et en particulier avec les personnes qui seront présentes à notre arrivée au monde et vont nous accompagner pendant toute l'enfance jusqu'à la vie adulte, c'est-à-dire
des parents, mais aussi des frères et sœurs. Il n'y a pas que les parents qui sont des figures d'attachement sécurisantes. La fratrie peut aussi constituer des liens d'attachement. Et le besoin de sécurité est fondamental chez nous, les êtres humains, et il est lié à la qualité du lien qui va se déployer avec les personnes, on va dire, à partir avec qui la relation qu'on va nouer avec ces personnes va conditionner notre développement personnel. Un enfant, on sait que le psychisme est quelque chose qui se développe progressivement par étapes. Alors, dans le rejet, au propos du rejet, donc c'est une réponse négative à notre besoin de lien et de sentir notre existence reconnue par une attitude empathique. Donc, on est vraiment face à une réaction, alors ici, on va parler des parents ou de la fratrie, hein, qui ne nous reconnaît pas dans notre existence et qui refuse, rejette nos mouvements de lien. Alors, évidemment, ça peut aller certainement du plus grave, on va dire. Le plus grave, ce sont des expériences de maltraitance, pardon, quand un parent est animé certainement d'hostilité vis-à-vis d'un enfant et qu'il se laisse aller à ses pulsions hostiles, on va se retrouver dans des situations de maltraitance physique ou morale. Et si la maltraitance se passe très tôt, on va se retrouver, l'effet pour un enfant va être traumatique, c'est-à-dire qu'il il va éprouver qu'il est face à un danger terrifiant d'ailleurs, extrême, de mort ou de folie, c'est-à-dire de se retrouver dans un monde complètement absurde qui est le contraire en fait d'un enfant qui arrive au monde, mais il s'attend plutôt à être accueilli et à avoir de l'empathie et à avoir oui, cet accueil et ce ressenti de la personne qui accueille, qui nous reconnaît, qui se lie à nous, qui exprime aussi de l'amour, on peut dire ça comme ça. Et donc, le fait de recevoir une réponse négative de rejet, qui a plusieurs formes, je vais revenir sur ça, c'est en soi un problème incompréhensible pour tout un chacun, pas seulement pour les petits enfants, mais si on se replace, si on n'est pas coupé de notre humanité, de notre être sensible et de savoir à quel point nous sommes comme êtres humains, nous avons besoin de liens et d'être sécurisés dans nos liens, ça reste quelque chose de complètement, oui, incompréhensible, absurde, c'est le monde à l'envers. Donc c'est aussi pas représentable. Donc ça nous met en état de stupeur. Et bien sûr, quand les faits ont lieu très tôt, il ne va pas y avoir la stupeur mentale qu'il peut y avoir pour un enfant qui est plus âgé et qui a déjà des mots et des débuts de pensée. Mais encore, hein, ça reste donc un des effets de tous les rejets, du plus lourd au plus léger, on va dire. Il y a un effet similaire dans toutes ces situations qui est que on perçoit le rejet comme quelque chose qui est contraire à
le courant normal des choses, et des liens, de ce qui devrait être un lien. Alors, je viens d'évoquer le fait qu'il y ait des degrés. Il y a des violences physiques, morales, psychologiques, sexuelles ou non. Toutes les violences sont donc des agressions, des attaques. C'est évidemment à la fois des expériences qui sont pénibles à vivre d'un point de vue même physique, mais il s'y niche au cœur de ces expériences-là une expérience de rejet ultime, vraiment le plus fort. Alors, il y a une blessure de rejet qui, on va dire, n'est pas aussi lourde que le sont les violences et l'hostilité marquées par des passages à l'acte ça peut être de l'indifférence aussi. Attention que ce n'est pas toujours la violence infligée à certains enfants et êtres humains ne se manifeste pas toujours par de l'agressivité ouverte, mais par de l'indifférence. L'indifférence est aussi une forme d'agression. N'est pas naturel de répondre froidement, de façon indifférente, à un geste relationnel humain, sauf s'il y avait une menace. La seule raison serait d'être dans une situation de menace, mais évidemment, on ne voit pas comment un petit bébé ou même un enfant pourrait être une menace pour un adulte. Donc, c'est tout à fait de la pathologie. Mais là, c'est important de savoir que c'est le fait d'une hostilité, c'est l'hostilité qui produit le rejet, qu'elle soit ouverte ou non, ou cachée même parfois sous le masque d'une hyperprotection, des choses pareilles. Et donc, sur le traumatisme, on va certainement faire un webinaire à part et spécifique sur cette problématique-là. Je vais plutôt développer ce soir le rejet quand il est une blessure, on va dire, fondamentale d'une personne. Il n'est peut-être pas le seul, parce que la blessure d'abandon et la blessure du rejet sont très proches. Et parfois, il y a une combinaison des deux, d'ailleurs. L'abandon est plutôt le fait d'avoir affaire à trop. Il y a de l'affection, mais elle est trop peu, elle n'est pas nourrissante suffisamment. C'est comme si j'avais pris l'image du fruit qui ne reçoit pas assez de sève et qui du coup reste sous-développé. Dans la blessure du rejet, on a une situation un peu différente. Et quand le rejet se passe dans la phase de développement où le besoin d'avoir une confirmation de son existence est presque l'enjeu même de cette période de vie, c'est donc de la période de vie prénatale, périnatale et la naissance, on va dire, entre la phase de la grossesse, de la naissance et les 6 premiers mois de la vie. L'accueil, on va dire, psychologique, mais aussi qui se traduit en façon de tenir et d'interagir avec le corps d'un tout petit jusqu'à 6 mois. C'est dans cette période de vie-là que s'il y a un rejet, une expérience de rejet juste à ce moment-là, dans cette période sensible, toute la personnalité et les défenses de la personne vont être déterminées par cette expérience-là. Donc, tout son psychocorporel, on va dire, va s'organiser pour éviter de revivre des expériences de rejet, pour éviter, pour oublier les ressentis extrêmement pénibles que ça a pu être, et surtout très, très angoissant. Et donc, c'est un peu cette situation-là que je vais développer. Bien sûr, il y a aussi d'autres blessures de rejet
qui peuvent se produire plus tard. En dehors de cette période périnatale où le fait d'être accueilli, d'être accueilli par une personne humaine qui est sensible, qui cherche le regard, qui cherche le lien, et qui confirme notre existence, on peut être blessé plus tard pour d'autres raisons. Il y a parfois des enfants qui subissent de l'hostilité, par exemple, d'un nouvel époux, d'une nouvelle épouse, d'un parent d'origine. Il y a parfois ou un parent qui traverse une période difficile qui le rend indisponible et dans lequel et qui va faire que le parent va ne plus tolérer les besoins, ne plus avoir la disponibilité pour la relation d'enfant. Il y a parfois aussi des rejets pour des raisons spécifiques. Éventuellement, par exemple, au sujet du sexe de l'enfant. Certains parents vont qui attendaient, par exemple, une fille, et puis voilà un garçon qui arrive, et la blessure ou le deuil, s'il ne se fait pas, peut provoquer une hostilité et un rejet pour des raisons de ce type-là. Et il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Hein, les exemples sont à l'infini. La sensibilité qui illustre la sensibilité qu'un petit enfant a et qu'il ne perd jamais dans sa vie d'ailleurs, à la réaction et la réponse d'un adulte. Ici, il s'agit d'un exemple d'un petit film fait avec un père et l'autre avec une mère. Et donc, c'est l'expérience dite du visage, c'est un mot générique, hein, de still face en anglais, ça veut dire, on demande, ce sont des expériences, donc ils sont filmés, on demande à des parents, alors ça, pendant quelques minutes, contrairement à leurs habitudes, à un moment donné, dans l'interaction avec leur enfant, de faire un visage impassible, c'est-à-dire qui ne bouge pas, qui ne réagit pas. Je pense que c'est une image assez claire de ce qu'est un rejet, comment il peut se manifester. Ici, c'est par un visage, on va dire, non empathique, qui ne bouge pas, et qui montre comme une forme d'indifférence à l'autre. Je pense que dans un des deux petits films, on a demandé à la maman au lieu de répondre à son bébé, de s'occuper de son téléphone, qui est une sorte d'équivalent, parce que être en face de son enfant en étant complètement occupé à faire autre chose. Donc, ce sont des illustrations, on va dire, de courte durée qui montrent déjà à quel point, pour un tout petit, ces expériences-là produisent un effet très, très important. Donc, au plus petit, on va dire, au plus tôt, au plus fort, les réactions à ces rejets, on va dire, pourtant très, très ponctuels et très momentanés, vont avoir un effet. C'est clair qu'un enfant qui a acquis une assez grande sécurité dans sa mère ou son père va pouvoir tolérer progressivement des moments où, bien sûr, des parents immanquablement peuvent ne pas être disponibles et même rejetant pour toutes sortes de raisons, de préoccupations ou de mal-être personnel. Et donc, je ne suis pas en train de dire ici que les parents devraient être 100% disponibles, mais ici, c'est une illustration de la sensibilité au rejet et de comment très rapidement des situations, le sentiment de rejet peut être provoqué. Voilà.
What we've learned over the years is that babies are much more capable than we initially imagined, but they're also much more vulnerable. And in Ed Tronick's still face experiment, we get to see both in a very short period. We see the baby and the dad playing together in their routines. There are things that they know about each other and things that they do together, and it's fun. And then we ask the dad to turn away, and when he turns back, to keep his face completely still and not respond to the baby. And the results are almost immediate, and they're devastating. The baby looks to the dad and tries to get the dad to get back into those games. Hey, we were just playing just a minute ago, weren't we? We were having fun. What's going on? And then the baby starts to get frustrated when that doesn't work. So she'll have to look away and look around the room and find something else and then look back and say, now can we play? And within 3 minutes, the baby has really dissolved. She is trying to get out of the chair. She's uncomfortable. She's reaching out to dad. She's crying. And then we ask the dad to turn away again. And when he turns back, to go back to being regular dad. And it's a joyous reunion. They get back into their routines, the things that they do together, the things that they were just doing 3 minutes before. And the baby settles down and gets back to the comfort zone that she's developed with the dad. What we see in the still face experiment is how able the child is to initiate and be part of the relationship between the father and the child, but also how much she depends on that relationship in order to keep an even keel. And when she's grounded and comfortable, she can explore the world, she can meet new people, Hola. she can try new things, and she's got that safe base that she can always... Ok, ben, comment décrire ça? Donc, on demande à la maman d'être sur son téléphone et vous auriez vu que en l'espace d'une minute, 2 maximum, l'enfant d'abord remarque que la maman est sur son téléphone et puis progressivement, c'est ça qui était intéressant,
c'est qu'on voit qu'il se fige. On voit qu'il sent que quelque chose est étrange. Donc voilà, merci Eliade qui vous donne, c'est assez facile à trouver si vous cliquez sur YouTube, Still Face, S-T-I-2-L, F-A-C-E, donc Still Face en anglais. Vous allez en trouver plusieurs expérimentations. Donc on demande aux parents de prendre cette figure impassible ou bien d'être occupé à autre chose. Et puis après, bien sûr, après 2-3 minutes maximum, je crois que ça dure 3 minutes, le parent revient, on va dire, à son enfant et fait réparation. C'est-à-dire qu'en général, l'enfant, au bout de... il commence à se figer, comme ce sont des enfants assez en sécurité, ils commencent à tempêter, ils essayent d'attirer l'attention, mais bien sûr, au plus leurs efforts pour se faire voir, entendre et pour restaurer le lien de jeu et de communication qui était là précédemment, au plus ils se stressent au point de commencer en fait à se sentir rapidement très très mal. Alors, on va tout de suite comprendre, je dirais qu'un être humain est tellement immature quand il arrive au monde, il dépend des parents et des humains qui l'entourent pour le sécuriser parce qu'il est comme ça, c'est un terme de Winnicott que je trouve joli. Donc, le nourrisson immature est tout le temps à 2 doigts de l'anxiété inimaginable. Un tout petit ne survit pas par lui-même. Vous savez aussi en particulier qu'il ne sait pas tenir sa tête par lui-même. Tout dépend d'autrui. Quand il arrive au monde, il peut avoir l'impression d'être comme si on arrive sur une planète tout à fait étrangère dont on ne connaît rien. Il y a aussi des expériences d'ailleurs qui ont été faites avec des tout petits. On les met dans une pièce avec rien de ce qui est habituel qu'ils ne reconnaissent. Aussi, très rapidement, ils vont se figer et entrer en sidération. Donc, on ne les laisse pas longtemps dans cette situation-là. Et selon leur réaction à une situation étrange, on peut faire un diagnostic pour savoir si leur lien d'attachement est suffisamment sécure ou bien s'ils ont développé un lien insécure d'attachement, soit qu'ils vont éviter le contact, soit s'accrocher au contact ou être ambivalent. Donc ça, c'est des choses... Mais donc, le tout petit doit sa survie à la mère, on va dire, c'est un concept, la mère, c'est pas nécessairement la mère, ni la mère biologique, d'ailleurs la personne qui s'occupe de l'enfant. Sans elle, il ne survit pas. Donc, au plus tôt, au plus cette anxiété inimaginable pour laquelle il n'a pas de représentation, mais l'impression d'être quand même en danger de mort et au bord de la survie pendant un bon bout de temps. Et le lien avec la mère, donc cette anxiété inimaginable est tenue à l'écart grâce à la mère, grâce au contact sécurisant, la capacité de la mère de se mettre à la place de son bébé, donc de s'identifier à son bébé, de le ressentir effectivement comme un petit être humain vivant et qui est au bord de la survie et savoir ce dont il a besoin, en particulier en ce qui concerne le maniement de son corps. Alors, Winnicott, qui est l'auteur de cette phrase, a été le premier à théoriser sur ce dont l'enfant a besoin. Il a appelé ça le holding, c'est-à-dire que la façon de tenir un enfant est fondamentale pour le faire sortir de ces sensations très angoissantes. Donc, on imagine bien que dans un contexte où l'anxiété inimaginable
à deux doigts, peut revenir rapidement, etc., que une mère qui ne comprend pas ce dont un bébé a besoin pour se sécuriser et qui n'a pas d'empathie, qui ne peut pas s'identifier à lui, donc il souffre d'un manque d'empathie, va rapidement donner au tout petit une sensation de rejet qu'il ne sait pas nommer, évidemment, et qui est ressentie d'une façon rude et pour lequel le tout petit va rapidement devoir se protéger. Alors, en particulier, les tout petits, jusqu'à 6 mois, ne peuvent pas tenir la tête par eux-mêmes. Je dis peut-être une bêtise, 6 mois là pour l'instant. Je suis un peu perturbée à cause de ce qui m'est arrivé ici. En tous les cas, oui, il me semble que c'est 6 mois jusqu'à ce qu'ils puissent se tenir assis. Et donc, le support à la tête est fondamental. Et le support global du corps, la consistance, la présence et la façon de tenir, qui n'est pas une façon mécanique, mais qui comprend et qui rejoint le petit organisme vivant, va donner cette sécurité qui est nommée le holding, donc le fait d'être tenu, qui fait éloigner complètement, voire disparaître ces anxiétés. Et au fil des semaines, au fil des mois, cette anxiété devrait vraiment s'éloigner progressivement de plus en plus. Si ces conditions ne sont pas là, la réaction va être celle que j'ai déjà nommée de sidération. Donc, l'organisme va, comment dire, comme se figer. Donc, l'organisme, la vivance dans le corps va s'arrêter. Comme tout adulte, nous pouvons nous figer, adultes aussi, hein, c'est pas seulement dans une situation de danger extrême et menaçante, tout le monde va se figer. C'est une réaction de survie, de réduire le métabolisme, voire l'arrêter tout à fait, et ça coupe aussi des sensations trop angoissantes. Alors, je dirais que, d'une manière générale, la blessure de rejet est la responsable de la tendance très occidentale, mais pas que occidentale, de vivre plus dans sa tête que dans son corps. Cette réaction de figement dont je viens de parler est le terreau pour développer une vie dans laquelle les sensations du corps seront coupées. Pardon, excusez-moi, je vais fouiller un peu. Ce sera coupé et la personne va se réfugier, on va dire, dans la tête et souvent surinvestir d'ailleurs les activités plutôt mentales et remplacer, on va dire, normalement, nous nous identifions par nos sensations corporelles, par notre corps, qui nous sommes, hein, le soi. Le soi est cette partie de nous qui est la base du psychisme. Ça, c'est Winnicott qui a déjà apporté la première théorisation sur ça. Et donc, un enfant qui, pour survivre, immobilise les sensations du corps, il va développer ce qu'on appelle un faux soi, ça c'est l'appellation de Winnicott, c'est-à-dire que c'est un soi qui ne sera plus basé sur le lien avec les sensations du corps, les émotions,
qui sont aussi immobilisés par la réaction d'insécurité générale. Quand on a une blessure de rejet à la base de son existence. Et donc, le faux soi, c'est-à-dire qu'on va remplacer le sens de soi qu'on devrait avoir de l'intérieur par des images de soi, par des représentations. Et on va perdre les élans naturels puisque le rejet est tellement douloureux, tellement pénible et anxiogène aussi, par terrorisant quand il est traumatique. Une des réactions est de se retirer d'ailleurs des liens pour ne pas risquer de se retrouver rejeté, mais aussi tous les élans vont être réduits. La tendance à remplacer le sens de soi qui normalement est dans le corps, donc le défaut d'incarnation, on va dire, ou d'être enraciné dans sa corporalité qui est typique de notre culture, je crois qu'elle tient aux conditions d'éducation des enfants. Il y a à peine 2 générations, on croyait chez nous que les enfants ne ressentaient pas la douleur, n'éprouvaient aucun sentiment. Il a fallu que Arlo fasse la démonstration avec les petits singes sur le fait que l'hospitalisme, donc ces enfants qui dépérissaient dans les hôpitaux à cause du manque de contact et du fait qu'ils étaient isolés complètement, n'était pas le fait d'une maladie ou du fait d'enfants qui étaient anormaux, mais du fait de la situation d'être hospitalisé sans accompagnement. Il a fallu donc... et la réalité de l'attachement et du fait que l'attachement est primordial chez les êtres humains commence à être connue, on va dire, dans la psychologie et dans l'éducation, etc. Je dirais pour moi, ça remonte à l'époque où j'ai fait mes études en psychologie, c'est-à-dire années 70-80. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on découvre les traumas de développement et comment, effectivement, la non-réponse aux besoins fondamentaux de contact ou de sécurité, comme dans le cas du rejet, est si importante. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on découvre, et je pense qu'on découvre aussi dans beaucoup de psychothérapies, un nombre très impressionnant d'histoires dans lesquelles ces besoins primordiaux n'ont pas été rencontrés. Alors, par rapport au faux soi, je voulais vous lire une petite citation de Winnicott à propos de ce qu'est le faux soi, parce que je trouve intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du psychocorporel comme nous en bioénergie, qui parle de ce que c'est le soi, le vrai soi, comme il le dit. Et voilà, et l'importance, c'est la racine, on va dire, du psychisme. Le psychisme n'est pas coupé du corps, au contraire, il émerge d'un soi qui va se développer par étapes. Et alors, comment est-ce qu'il décrit ça? Le geste spontané est le vrai soi en acte. C'est uniquement le vrai soi qui peut créer et se sentir réel. Le vrai soi a sa source dans les tissus corporels et la sensation des fonctions du corps, le cœur qui bat, la respiration, la somme totale de la vivacité sensorimotrice. Alors, plus loin, il parle de l'habitation dans le corps et dans le soi. Donc, le fait
d'être ancré, nous disons enraciné dans son corps et dans sa réalité, sa vivance sensorimotrice, comme dirait Winnicott. Donc l'habitation dans le corps et l'habitation du soi dans le corps, c'est autre partie de la personnalité, donc il parle du soi ici, reliée solidement à ce que nous avons coutume d'entendre sous le terme de psyché, représente du point de vue du développement une étape franchie dans la voie de la santé. Donc, ça veut dire qu'habiter le corps est la base du développement psychique et de la santé dans tous les sens du terme. Alors, il dit, cette acquisition, donc c'est quelque chose qui s'acquiert, qui n'est pas donné une fois pour toutes, donc elle se développe. Cette acquisition est progressive et pour ce faire, l'enfant utilise des relations où règne la confiance. Donc, je trouvais vraiment que, voilà, il n'y a pas mieux dit, je trouve, que par Winnicott, comment le soi se développe et grâce à une relation qui donne la sécurité. Donc, je redis un peu des choses que j'ai déjà dites. Quand l'insécurité est là, le soi va rester à l'état, on va dire, de pré-soi ou va être atrophié. Et pour compenser cette racine du psychisme qui est soit inexistante ou coupée ou peu développée, l'être humain va remplacer son identité par des images, par des imitations, et dans ces relations, parce que Winnicott le dit bien, c'est du soi que part le vrai geste, c'est-à-dire le geste relationnel en particulier vers autrui. Donc, quand on se parle, se sourire, et tous les gestes que l'on peut faire dans une relation. Il y a les gestes évidemment pour jouer, pour relationner, etc., comme font les enfants. Ils viennent de ce soi. Donc, quand un enfant est insécurisé, le soi est figé, donc il ne va pas se développer, et donc les gestes relationnels vont aussi être figés. Et donc, en fait, une des conséquences d'un rejet de ce type, donc, qui a eu lieu au moment le plus sensible au rejet, va avoir comme effet une tendance chez la personne à ne pas vraiment pouvoir avoir des vrais gestes spontanés pour relationner avec autrui. Et donc, elle va avoir des attitudes, on va dire, comme si, elle va faire, apprendre assez rapidement, souvent, à faire comme si et à avoir des relations, mais avec une espèce de barrière invisible envers qui va faire qu'il n'y a pas un vrai contact, puisqu'il n'y a pas un vrai geste et que tout ce qui peut faire lien est figé. Donc, la caractéristique du retrait dans les relations est une des conséquences de la blessure de rejet, telle que je l'ai décrite. Alors, la coupure tête et corps, donc la perte des sensations du corps, le fait d'avoir une vie dans la tête plutôt qu'une vie dans son corps, qui est une des conséquences également de ça, elle est constituée, on va dire, corporellement par ce que nous appelons en bioénergie une condition de choc céphalique. Alors, céphalique, ça vient de la tête. Choc céphalique, ça veut dire que on a subi une situation, comme je l'ai dit plus avant, d'abord, qui est complètement incompréhensible, qui est hors, si on est un être humain, avoir une réaction non humaine à soi est
comme quelque chose. Donc déjà, il y a ce choc-là qui, c'est souvent du son, donc du regard, et donc c'est souvent dans le visage et dans la tête que le choc va se faire. Il y a aussi le fait que l'enfant ne sait pas tenir sa tête par lui-même et il a besoin du support. S'il n'a pas eu un support parental suffisant pour sécuriser au niveau de la tête, il va essayer, pour contrer l'angoisse terrible que c'est d'avoir la tête qui bascule, hein, c'est des angoisses de mort d'ailleurs, il va devoir crisper une musculature qui n'est pas faite pour ça, pour compenser ces sensations très effrayantes. Et donc, il y a, donc pour plusieurs raisons, cette condition de choc céphalique, donc des tensions très profondes à la base du crâne, qui ont des effets à la nuque, dans le haut du corps, aux épaules. En fait, tous les muscles impliqués, par exemple, dans la réaction de peur, de relever les épaules, de se rétracter pour résister et pour se consolider, on va dire, contre une insécurité, vont rester chroniquement et profondément enracinés dans le corps. Ça, c'est une des conséquences et des caractéristiques physiques qui vient de ce genre d'expérience. Une autre caractéristique, c'est que donc, les gestes vont être, la sidération et le figement va faire, et le retrait à l'intérieur, qui est aussi un réflexe très, très primitif et très involontaire de protection. Donc, quand on est dans une situation dangereuse, notre énergie a tendance à quitter la périphérie du corps et aller se mettre au centre de nous-mêmes. Et l'insécurité au niveau du maintien du corps, donc comme on n'a pas été tenu et qu'on n'a pas la sécurité, on va développer une musculature qui va servir à contrer les sensations de ne pas tenir ensemble ou de désarticulation qu'il peut y avoir dans le corps. Alors que si on avait reçu le holding suffisamment bon, on va se tonifier naturellement et on va acquérir une impression de tenir ensemble de l'intérieur, on va dire, qui est sécurisant. Mais le tout petit n'a pas ça au départ. Il a besoin de cet apport extérieur. Et donc, s'il ne l'a pas, la musculature qui va se développer va être utilisée pour, on va dire, plutôt qu'être là pour la mobilité, bien sûr, il faut marcher, la mobilité normale va se développer, mais les muscles vont être de manière chronique dirigés vers l'intérieur de soi-même. Si on va se tenir à soi-même, parce qu'on n'a pas pu avoir le support de l'extérieur. Des conséquences, ça va être le fait que les émotions vont être emmurées, vont être vraiment bloquées. Les émotions sont des phénomènes relationnels par nature. Donc, le fait d'être touché par quelqu'un ou de sentir que quelqu'un est touché par le fait qu'on a des émotions, ça fait partie de ce qui lie les êtres humains. Quelqu'un qui a vécu des rejets trop importants, elle perd cette confiance et en particulier, j'ai dit le rejet est souvent marqué par un manque d'empathie. Et donc, ce manque d'empathie va obliger l'enfant à garder ses émotions pour lui et à les emmurer. Donc, ça demande le fait de bloquer les émotions à ce point de les emmurer, ça coûte de l'énergie, ça se fait involontairement, mais c'est très, très important. Donc, ça veut dire que quand on est marqué par cette problématique-là,
on peut donner l'impression en retour de ne pas avoir beaucoup d'émotions. Alors, ce n'est pas qu'on ne ressent pas, au contraire, même on ressent les choses de façon, à la limite, même très sensible. C'est pour ça qu'on doit se protéger des sensations affectives, souvent. Et parce qu'en fait, les ressentis sont extrêmement intenses. Mais donc, comme ils sont trop intenses aussi, ils sont bloqués à l'intérieur, mais parfois ils peuvent émerger. L'agressivité aussi est très réduite. Et oui, je vais bientôt répondre aux questions. Hein. Parce que pour être agressif dans une relation, ben, il faut avoir une certaine sécurité. Les enfants ne vont pas risquer l'agressivité. Et comme en plus, euh, la conséquence du rejet est de se retirer des relations, l'agressivité, c'est le contraire. C'est aussi aller vers l'extérieur, c'est exister et montrer ses limites, montrer ses besoins, etc. Ce que, en général, un enfant qui a vécu ce genre de rejet va perdre l'habitude de faire.